Du coup, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui les deux collègues de Sorbonne Université, Amélie Church, qui est directrice adjointe des archives, bibliothèques et collections muséales de Sorbonne Université, et Nicolas Aron, qui est chargé de la cellule scientométrie au sein de la même université, et qui sont représentants du réseau français des signataires de la Déclaration de Barcelone. Donc, je ne vais pas plus tarder à leur céder la parole, et je reste à disposition de toutes les personnes qui participent dans le chat. Merci à vous par avance. Bien, Merci. merci et j'espère que vous m'entendez tous. Je vais juste corriger un petit peu, je suis co-directrice des archives, bibliothèques et collections muséales. L'autre co-directeur étant Rémi Gaillard. Je pense que vous le connaissez aussi. On voulait un peu vous présenter la déclaration de Barcelone sur les informations de recherche. En anglais, Barcelona Declaration on Open Research Information. Et c'est toi qui défile, Oui, Nicolas, ouais. Euh, Juste pour bien préciser, information de recherche, c'était, bon voilà, on est parti, quand on a commencé la réflexion sur cette déclaration, qu'est-ce qu'on appelle information de recherche? Là, on parle à des bibliothécaires, donc je vais utiliser un gros mot, on parle de métadonnées, et on ne parle pas des données de la recherche, mais on parle bien des métadonnées sur la recherche, mais qu'on a traduit, qu'on a exprimé en parlant d'information de recherche. Et donc, c'est les métadonnées bibliographiques, certes, mais c'est aussi les métadonnées sur les données de financement, sur l'usage, sur l'impact, sur les acteurs de la recherche. C'est des données qui sont utilisées pour définir les priorités stratégiques, la répartition des ressources, hein, puisque voilà, comment on évalue l'activité des établissements, comment on évalue un projet de recherche et ça joue sur ce qui est financé ensuite derrière. L'évaluation de la recherche et des institutions, parce que je pense qu'un certain nombre de vous ont déjà participé. Hein. Toutes les universités sont appelées à renvoyer, à valider les données sur l'enquête HyperU de l'OST, l'OST qui est maintenant une composante de l'HCERS, donc évaluation de chaque institution et tout ça. Donc ça, c'est les informations de recherche et ce qui est utilisé à ce moment-là. C'est utilisé pour évaluer les effets des politiques de financement de la recherche et des politiques publiques de la recherche ou privées de la recherche dans le monde entier. Et c'est utilisé aussi par les chercheurs et les acteurs de la recherche pour trouver, analyser les résultats de la recherche, pour trouver aussi, identifier les sujets qui sont, ce qui est beaucoup utilisé comme terme dans les milieux anglophones, chauds en recherche, hein, les sujets émergents, les sujets pertinents, etc. Et toutes ces informations de recherche, qui sont donc très très riches, eh ben, jusqu'à présent, elles sont très très fermées. Euh, et donc, elles sont celles qui sont majoritairement utilisées, et surtout au point de vue des gouvernements, par les agences d'évaluation, etc., ou par les acteurs qui publient les classements des universités. C'est des informations qui sont produites en fait par des acteurs privés et qui ne sont pas transparentes, qui peuvent avoir des biais géographiques, de langue, de discipline. Donc, par exemple, nous, à Sorbonne Université, on a beaucoup travaillé pendant de nombreuses années avec le Web of Science pour que des publications soient répertoriées dans la base de données du Web of Science. Il faut que la revue ait par défaut un résumé, une table des matières en anglais. Ce qui fait que, ben, voilà, au fil du temps, de plus en plus, voilà, la bonne publication scientifique, c'est celle qui est en anglais. Et, mais en fait, l'activité de recherche n'est pas que en anglais. Elle peut être en français, mais elle peut être en beaucoup d'autres langues. Et du coup, on crée par le biais des langues des biais géographiques aussi. On crée des biais de discipline et tout plein d'éléments d'activité de la recherche qui disparaissent de ces informations de recherche qui sont évaluées par la suite. Et puis, les données, elles sont fermées puisqu'elles appartiennent à ces acteurs propriétaires. Et à un moment donné, quand on travaille sur la science ouverte, quand on demande aux chercheurs de dire, bah, quand vous faites un projet scientifique, les principes de la science ouverte, c'est que vous exprimez et vous partagez vos méthodologies, vous partagez vos données, vous partagez vos résultats et vous les ouvrez, vous en permettez la réutilisation, bah, on est en décalage complet avec ce qui se passe avec ces informations de recherche. Et donc, le pilotage de la recherche
qui est voilà, en décalage complet avec une politique de valorisation de la science ouverte. Et donc, nous, on considère, et les acteurs signataires de la déclaration, qu'il faut une transparence sur ces données, il faut que les données soient inclusives, et il faut que les données soient ouvertes et réutilisables et interrogeables. Et donc, c'est le premier constat de tout ça. Et donc, c'est des données qui ont une vraie valeur économique, hein, puisque c'est un secteur compétitif. Il y a une question aussi d'enjeu de souveraineté numérique. Et derrière, alors, la réflexion sur ces questions sur la déclaration de Barcelone est préalable à cette question de l'IA et de l'explosion de l'IA dans la recherche, mais ça joue aussi, puisque maintenant, voilà, les intelligences artificielles s'appuient sur des données, et si elles s'appuient sur des données qui sont fermées, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas interrogeables, et qui ne sont pas inclusives, comme dit, qui sont partielles, etc., les résultats de ce que vont donner l'IA reflèteront cette mauvaise qualité des données. Là encore, expression anglaise que j'avais pu entendre il y a maintenant 18 mois, à la journée HAL, des partenaires de HAL, c'est garbage in, garbage out. C'est quand vous utilisez une IA. Donc, il y a un vrai enjeu sur l'ouverture de ces informations de recherche et cette réappropriation de ces informations de recherche par les acteurs de la communauté scientifique. Et donc, c'est ce que promeut la déclaration de Barcelone. Et donc, pourquoi derrière, au-delà de cette ouverture, on en parle au niveau des bibliothèques? Parce que les métadonnées, c'est une activité des bibliothèques et nous, on le voit de plus en plus dans de plus en plus d'établissements. Donc, nous, c'était le cas à Sorbonne Université, où la bibliométrie, c'est une bibliométrie qui a été créée préalablement d'ailleurs à la création de Sorbonne Université, a été rattaché à la direction des bibliothèques, mais dans un travail en collaboration avec les directions métiers, recherche, pilotage, etc. C'est lié à la gouvernance des données, c'est lié aux éditions universitaires, puisqu'en fait, on a des acteurs au sein des universités qui produisent aussi ces métadonnées, ces informations de recherche, notamment au sein pour les éditeurs. C'est pour renforcer notre position de producteur d'informations de recherche ouvertes. Donc, je pense que vous connaissez aussi tous le rôle que jouent les bibliothèques dans HAL, le plan national sur l'utilisation des identifiants pérennes, et voilà ce qu'on travaille actuellement dans le futur déploiement d'Ernest, les questions d'intendant des données, etc., qui sont sur lesquelles les bibliothèques dans les universités sont quand même des acteurs assez pertinents pour ça. Et c'est aussi au niveau de nos usages, développer l'usage des informations de recherche ouvertes pour piloter la science ouverte, évaluer notre activité de science ouverte, autant utiliser des outils ouverts et des référentiels ouverts. Voilà, donc on parle beaucoup sur l'université OpenAlex, mais ce n'est pas le seul. On mentionne aussi OpenAIRE, qui est un projet européen qui s'appuie sur ces données ouvertes. Et pour faire accompagner cette bascule, il faut commencer à utiliser ces outils ouverts et questionner nos pratiques. Et c'est voilà, au final, intégrer cette problématique des informations de recherche ouvertes dans le pilotage de la science ouverte. Pour reprendre un petit peu du coup le calendrier de la déclaration de Barcelone, il y a eu une première réunion d'un workshop international à Barcelone, d'où le nom de la déclaration, qui a réuni 25 à peu près acteurs, des représentants de l'université, des représentants des chercheurs, des représentants aussi d'infrastructures de support à la science ouverte. Donc, notamment, il y avait OpenAIRE, il y avait aussi des collègues d'OpenAlex, il y avait des collègues du DOAJ, voilà, qui est international, malgré tout, très européen. Mais il y avait également des collègues d'Amérique du Nord. Donc, il y a une première version du texte qui est sortie de ce workshop, qui a été ensuite travaillée et qui a été publiée en avril 2024. Et on a organisé à la suite de cette publication une réunion en septembre 2024 à Sorbonne Université qui a réuni donc les premiers signataires et les supporters donc à la conférence qu'on a appelée Conférence de Paris. En janvier 2025, il y a 3 acteurs qui se sont entendus pour un protocole, pour un modèle financier
de la Déclaration de Barcelone, donc CIRIS, qui est un cabinet de consultants spécialisé en accompagnement de la recherche, des institutions de recherche. CWTS, qui est un centre de recherche basé à l'université de Leiden et qui fait le classement, qui produit le classement de Leiden. Donc, CWTS, je pense que vous avez sans doute entendu parler de Ludo Waltman et de Nels van Eyck, et Crossref, donc, qui a aussi participé au workshop. Donc, Crossref qui s'occupe du partage des métadonnées de publication, de leur ouverture, qui est un organisme qui réunit des éditeurs et les institutions de recherche, et qui sont donc un protocole d'entente financier entre les trois. Les trois contribuent à part égale financièrement au fonctionnement de la Déclaration de Barcelone, et ça a permis de faire 2 recrutements, celui de Bianca Kramer et de Barbara Rivera. Bianca en tant que directrice opérationnelle de la Déclaration de Barcelone, et Barbara qui est community manager et qui assure l'ensemble des relations et le lien entre les groupes de travail de la déclaration, et donc protocole pour une durée de 3 ans. Ce qui permet d'éviter de demander aux signataires une contribution financière. Voilà, la déclaration de Barcelone n'a pas l'intention de se transformer en association, en organisme, etc. C'est une déclaration, elle peut porter des projets, mais elle espère que d'ici un nombre limité d'années, elle n'aura plus lieu d'être et qu'elle disparaisse naturellement, puisqu'elle aura abouti à ses objectifs. On a fait une deuxième réunion à Bologne, en Italie, en mai 2025, réunion qui a été adossée à un autre projet de sciences ouvertes qui est porté par l'Université de Bologne, qui s'appelle Open Citations, donc qui est aussi un acteur de la déclaration. Et on prévoit une prochaine réunion en novembre 2026, cette fois-ci à Berlin, avec des partenaires allemands qui sont assez actifs dans la déclaration. Et donc, voilà, on cherche à favoriser à la fois euh, cette, voilà, ces étapes annuelles de rencontres, même si la majorité du travail se fait à l'international, et que la prépondérance des acteurs européens fait actuellement que ces réunions ont lieu en Europe, mais qu'on veut aussi vraiment l'ouverture sur l'international, sur l'Amérique latine et sur l'Asie, à vraiment travailler. C'est l'un des objectifs pour les prochaines années. Actuellement, la déclaration a donc 143 institutions de recherche qui l'ont signée, et avec une distinction entre les institutions de recherche qui sont signataires de la déclaration et les supporters, qui sont là des infrastructures de support à la science ouverte, qui sont intéressées par la déclaration. On a tenu à garder cette distinction parce que pour éviter voilà, le mélange et le conflit d'intérêts entre une infrastructure qui supporte la science ouverte et une institution de recherche qui produit, elle, la recherche. Ce qu'il y a intéressant à souligner, et les établissements français sont un bon pourcentage des signataires, parce qu'il y a des différences de culture sur la manière d'aborder la signature d'une telle déclaration. Par exemple, on va souligner en France, on est plus susceptible de signer une déclaration en se fixant des objectifs de la déclaration. Voilà, on n'y est pas encore, mais on veut aller vers ces objectifs. Et bon, Nicolas vous en parlera un peu après. Un pays voisin, par exemple la Suisse, les institutions sont beaucoup plus prudentes, en disant mais je ne suis pas capable d'être là dans 2 ans, donc je ne peux pas signer cette déclaration. Et on a aussi beaucoup, par exemple, de retours du côté des États-Unis, avec un contexte assez particulier au niveau politique, où au contraire, là, nous, on ne peut pas engager l'institution sur une signature de déclaration comme ça, parce qu'il y a eu une lassitude de déclaration, il y a les préoccupations sur les impacts politiques de toute déclaration publique, etc. Même si l'université Stanford a récemment signé la déclaration. Donc c'est aussi un gros acteur quand même qui a signé, et préalablement, c'était l'Université de Californie qui avait signé la déclaration aussi. Donc en France, on a un certain nombre d'universités de toute taille, qui couvrent
la géographie française, mais on a aussi surtout donc le COSO, qui a aussi participé au workshop à Barcelone, qu'il a tout de suite signé, et l'ANR, qui a également participé au workshop et qui a signé la déclaration. Donc là aussi, c'est important parce que c'est un financeur de la recherche qui a signé, et on a quatre gros financeurs de la recherche qui ont signé la déclaration, en France, l'ANR. L'équivalent de l'ANR, je ne vais pas vous reprendre les lettres, en Autriche et aux Pays-Bas, et aussi le Wellcome Trust euh, en Grande-Bretagne, qui a signé la déclaration. Récemment, Couperin a également signé la déclaration, et UDIS, donc l'Alliance des universités de recherche française, intensive de recherche. Et je tiens à souligner aussi la région Normandie qui a signé la déclaration, parce que c'est vrai que moi, dans mon université, c'est la région en Île-de-France. Le financement que je vois passer, c'est les financements des emplois étudiants, mais en fait, les régions sont aussi des acteurs du financement de la recherche. Et c'est très intéressant que la région Normandie, voilà, ait vu cet intérêt à signer cette déclaration et à s'emparer de ces questions et à commencer à collaborer avec ben, voilà, les institutions de recherche pour avancer sur ces questions. Et alors, c'est la seule en France, hein, mais c'est pas la seule, puisque en Espagne et en Italie, il y a aussi des entités régionales qui ont signé la déclaration et qui sont des acteurs de la recherche identifiée. Voilà. Et quand on va aux supporters, donc voilà, il y a une grande variété euh, d'acteurs qui sont vraiment impliqués sur l'ouverture de ce type d'information et qui sont positionnés pour supporter la déclaration de Barcelone et ses objectifs. Voilà. Donc, certains qui sont très structurants, certains, voilà, Crossref étant au cœur de cela, le DOAJ, le DOAB que vous connaissez certainement, et d'autres acteurs, enfin DataSite aussi, d'autres acteurs qui sont plus émergents, hein, comme le ROR et OpenAlex, mais qui deviennent aussi vraiment structurants sur ces questions. Voilà. Et là maintenant, je crois que je cède la parole à Nicolas. Merci Amélie. Oui, donc là, je vais essayer de vous présenter un petit peu le cœur de la déclaration elle-même, les engagements qui ont été discutés dans le workshop initial à Barcelone et qui vont essayer de trouver des actions possibles, des modalités opérationnelles au sein des établissements. Donc, la déclaration est organisée autour de quatre engagements structurants. D'une part, d'ouvrir par défaut les informations de recherche ouvertes, à la fois celles que nous utilisons en tant que structure, mais également celles que nous produisons. Or, on a plutôt tendance, quand on pense à la déclaration de Barcelone, à penser aux informations de recherche qu'on utilise, mais pas forcément à celles qu'on produit. Or, elles ont aussi un intérêt majeur. Le deuxième engagement, c'est justement l'utilisation des services et de systèmes qui vont utiliser et soutenir, supporter ces informations de recherche ouverte, et donc assurer, en tout cas réfléchir à une transition des outils que nous utilisons. Mais on sait qu'en France, on a un peu une culture d'outils qui sont déjà ouverts, donc on peut se dire qu'on répond déjà à un ensemble d'actions en lien avec ce deuxième engagement. Le troisième engagement on concerne en fait le soutien financier et pouvoir essayer d'assurer la soutenabilité financière des infrastructures qui utilisent ces informations de recherche ouverte, hein. On l'a vu dans la slide précédente, ces infrastructures sont nombreuses, elles sont très variées, elles sont au cœur de notre activité pour beaucoup d'entre nous. Et nous finançons déjà en partie ces structures par différents systèmes, notamment ceux mis en place par Couperin. Et enfin, le dernier point, c'est justement réfléchir ensemble, agir ensemble pour mettre en place et accélérer la transition vers l'ouverture des informations de recherche ouvertes. On a une trajectoire qui a été évaluée, qui a été dessinée, et l'objectif, c'est que ensemble nous puissions déterminer les étapes successives pour atteindre ces différents objectifs. Alors, ces quatre engagements, en fait, se déclinent ensuite en phase active, opérationnelle. Donc, je vais reprendre ces engagements un à un, et puis je vais essayer de voir un petit peu comment déjà nous pouvons répondre à ces structures. Et l'idée dans cette présentation, c'est de vous montrer que vous répondez en fait déjà à une partie des actions liées aux engagements de la déclaration de Barcelone. Ce qu'on souhaiterait en fait
présenter aujourd'hui, c'est que la transition du Web of Science à OpenAlex, qui est un peu un fait majeur de ces dernières années, en tout cas pour Sorbonne Université, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des actions de la déclaration. Donc, il ne faut pas évaluer en fait la déclaration à l'aune de cette transition vers OpenAlex. Ce n'est pas du tout ça. Il y a une diversité, il y a tout un éventail d'actions possibles déjà que vous réalisez dans vos établissements, ou qui sont peut-être déjà en réflexion ou en cours, ou qui n'ont pas encore atteint un niveau de maturité suffisant pour être engagés ou discutés. Quand on prend le premier engagement sur l'ouverture par défaut des inventions de recherche ouvertes, on a le fait de passer d'une base de données fermée à une base de données plus ouverte, hein, donc c'est le fait d'utiliser Web of Science pour une partie des activités à des bases ouvertes. Mais quand on parle de bases de données plus ouvertes, il faut entendre ça de manière très large. On parle d'OpenAlex, mais aussi on parle d'OpenAir, on parle de HAL, on parle d'autres types de bases de données qui vont utiliser, on parle de Matilda par exemple aussi, on parle d'autres bases de données qui vont utiliser des inventions de recherche ouvertes, transparentes, tracées, traçables, dont on sait d'où proviennent ces informations. On a un autre point, c'est rendre les métadonnées des archives ouvertes exploitables sous une licence ouverte. Alors, la France, on est dans un cas un petit peu particulier, puisque en fait, on est dans une situation où HAL est un acteur incontournable des archives ouvertes en France. C'est pas forcément le cas dans tous les pays européens ni dans le monde, et on a déjà en fait cette pratique d'ouverture avec des données qui sont par défaut ouvertes lorsqu'on utilise HAL. Euh, il faut comprendre aussi la manière dont on utilise les informations de recherche qu'on produit à l'aune des presses universitaires qui sont déjà en relation avec les bibliothèques ou gérées par les bibliothèques dans certains cas. Et en tant qu'acteur de ces presses universitaires, on a la possibilité de rendre accessibles les métadonnées qui vont être produites au sein de cette communication scientifique. Donc, le fait de donner, enfin, d'attribuer des DOI à vos revues aux publications de vos presses universitaires, c'est déjà un moyen de rendre ouvertes ces informations de recherche ouvertes et de ces informations de recherche. Et le fait de pouvoir élargir le panel des informations que vous allez ajouter et renseigner dans Crossref vont augmenter la qualité aussi des informations que vous allez diffuser sur ce biais. Pour prendre un exemple, à Sorbonne Université, on gère une revue qui s'appelle Vie et Milieux, qui utilise le logiciel OJS, donc Open Journal System de PKP, et on a travaillé à ce que certaines informations, notamment les affiliations des auteurs, mais également l'ORCID des auteurs, puissent être nativement intégrées dans le système de soumission des articles géré par OJS et ensuite être récupérées pour euh, euh, être ajoutées aux informations transmises à Crossref. Donc, c'est aussi réfléchir sur une autre manière de pouvoir valoriser ces informations de recherche et non pas en bout de chaîne, mais le prendre dès le début, en fait, de ce système. Et c'est beaucoup plus simple quand on arrive à le prendre à la source, quand on arrive à intégrer ces informations dès la soumission des articles, hein, puisque les auteurs sont quand même les premiers concernés par la visibilité de ces informations et la valorisation de ces informations dans les bases plus tard comme OpenAlex, OpenAir, etc. Et ensuite, un des points, c'est l'arrêt de la fourniture des informations au classement fermé. Donc, un exemple aussi, Sorbonne Université, mais on n'a pas été les seuls. On sait que l'Université de Lorraine, l'Université de Strasbourg, en fait, ont arrêté de fournir certaines données qui étaient réclamées par certains classements d'universités, disons, actant de facto l'arrêt de la visibilité de ces universités dans ces classements, mais le fait de ne plus valoriser et d'utiliser plutôt des classements ouverts, plutôt des classements d'universités fermées, est aussi une marque de l'engagement dans la déclaration là. Pour avoir discuté avec les signataires français, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas pour l'instant évident. Certaines universités sont encore très engagées sur une visibilité et une valorisation des classements d'universités, que ce soit Shanghai, THE, QS. Mais il y a quand même des enjeux aussi à ne pas les fournir, puisque c'est aussi du temps RH hein, qui est utilisé en interne pour la consolidation et la transmission de ces informations. Pour le deuxième engagement,
On a d'une part l'intégration des métadonnées dans les négociations avec les éditeurs. Je parlais un petit peu des sources, essayer de travailler à la source pour les informations de recherche ouvertes. Et quoi de mieux que négocier aussi avec les éditeurs qui vont être producteurs d'informations qui pourraient être ouvertes dès le départ. Et les travaux qui ont été organisés à la fois par Bianca Kramer, mais également par le CWTS, montrent que les informations transmises par les éditeurs dans les métadonnées Crossref sont assez pauvres et même ont tendance à s'appauvrir. Certains éditeurs ont demandé le retrait, notamment des résumés dans les métadonnées Crossref. Donc avec des conséquences assez néfastes hein, pour la visibilité et l'accessibilité de ces publications. Donc l'intégration en fait de ces éléments et l'intégration, disons, de l'ouverture par défaut des informations de recherche est une composante et un des groupes de travail œuvre à ce que ces éléments soient intégrés de facto dans les négociations. Ensuite, on a bien sûr l'utilisation des systèmes open source, hein, que ce soit des bases bibliographiques et des points institutionnels. Alors, on a l'habitude en France avec HAL d'utiliser des points institutionnels qui soient sur une logique, en tout cas open source. Mais également travailler sur HAL, c'est faire de la curation de données. Beaucoup, on a un nombre particulièrement important de collègues qui travaillent sur HAL, sur le signalement, sur la curation, sur la validation technique, sur la modération. Et tous ces éléments contribuent en fait à mettre en qualité les données, à valoriser les données, des données ouvertes. Et donc, déjà, vous faites ce travail-là dans HAL et donc vous contribuez aux engagements de la déclaration de Barcelone. Pour la partie soutenabilité et soutien aux infrastructures, ce sont aussi des éléments qui sont déjà en place dans les universités. Sorbonne Université, comme d'autres, contribue annuellement à soutenir des infrastructures ouvertes, notamment par les dispositifs proposés par Couperin ou directement via d'autres dispositifs comme SCOS. On peut aussi mentionner le fait de participer en fait à ces conseils et travailler avec les acteurs, les supporters qui ont été mentionnés tout à l'heure, c'est quand même une expérience assez riche permettant de comprendre aussi les logiques de chacun des acteurs, les limites, mais aussi les potentialités qui sont clairement visibles et atteignables lorsque les acteurs se coordonnent entre eux. On peut également citer l'initiative Tsosai qui est portée à la fois par le ministère et l'Université de Grenoble-Alpes, qui est une étape supplémentaire dans la transparence des informations relatives aux investissements dans les infrastructures ouvertes. On a déjà des recueils de données et Tsosa il est en train de se structurer afin que ces informations transmises à la fois par Couperin, voire par d'autres acteurs européens, mais également par les institutions elles-mêmes, puissent abonder une base de données afin qu'on ait une vision globale de ce soutien financier aux infrastructures ouvertes et que une institution puisse orienter son soutien de manière totalement consciente et avec des données probantes qui ont été traitées au fur et à mesure par cette initiative. Enfin, sur le dernier point, sur le soutien collectif, le support collectif pour accélérer cette transition, d'une part, on a la signature de la déclaration qui est un peu l'étape préalable, donc on vous encourage à signer cette déclaration, en tout cas à en parler au sein de votre établissement, à échanger avec les différents acteurs, puisqu'on sait que les bibliothèques, elles sont à l'interface de direction métier, des facultés, des unités de recherche. Et tous ces acteurs sont utilisateurs, producteurs de données qui pourraient être intégrés dans cette réflexion. Donc, je pense qu'on a quand même une position privilégiée pour porter en fait ce message. Et on sait que le travail sur l'ouverture des métadonnées se fera au bénéfice de tous, à la fois en France, mais également au niveau international. Et c'est ce qu'on vise, c'est aussi pouvoir avoir vraiment un mode gagnant-gagnant dans cette étape, avec comment dire, un timing qui est borné, puisque, comme le disait Amélie, la déclaration n'a pas vocation à être éternelle. Et on espère que justement ces pratiques pourront intégrer les habitudes des différents participants. Autre mode de participation, c'est les groupes de travail de la déclaration que je vais présenter juste après.
Ils sont assez nombreux, ils sont assez variés, et c'est aussi l'occasion de rencontrer à la fois les infrastructures et d'autres universités, d'autres établissements en Europe pour pouvoir échanger. Et si vous ne pouvez pas participer au groupe de travail, il y a le réseau national qui est aussi une possibilité pour échanger avec les acteurs et essayer de se coordonner, en tout cas réfléchir ensemble à la manière dont les engagements de la déclaration peuvent être portés au niveau national. Alors, sur les actions collectives et la feuille de route qui a été déterminée lors des premières réunions, euh, les groupes de travail ont été discutés au sein de la conférence de Paris, puis ils ont été structurés au fur et à mesure. Il y a un bilan d'étape qui a été réalisé au moment de la réunion de Bologne, et la conférence de Berlin va venir aussi acter un certain nombre de livrables et d'actions qui ont été portées durant ces 2 ans. Et ce sera une étape assez importante, je pense, puisque certains de ces groupes ont produit des documents, des recommandations qu'elles souhaitent rendre visibles lors de cette conférence de Berlin. Donc, le premier point, c'est les métadonnées, travailler sur les métadonnées des articles et des livres. C'est le GT numéro 1, qui à la fois s'est positionné sur les métadonnées des livres, qui sont des métadonnées extrêmement complexes, qui sont pas forcément extrêmement bien connus. Les circuits d'alimentation et distribution aussi ne sont pas forcément très opérationnels. Donc, il y a un sous-groupe qui travaille là-dessus. Mais le GT1 travaille principalement sur la manière d'intégrer les métadonnées ouvertes dans les négociations. Donc ça, c'est une task force commune entre la Déclaration de Barcelone et OE Forward, qui est le nouveau nom de OE de 2020, qui a déjà réfléchi en fait à la manière dont les négociations pouvaient être repensées, en tout cas comment ces thématiques pourraient être abordées, quels sont les narratifs à porter auprès des négociateurs et auprès des éditeurs afin de valoriser l'ouverture de ces métadonnées. Au niveau du GT numéro 2, donc on est plus sur les métadonnées des archives institutionnelles, qui est le pendant vraiment du GT numéro 1. Les éditeurs sont une source première de métadonnées, mais on sait que les archives institutionnelles le sont et une bonne partie de la curation des compléments des données vont être portés par les archives institutionnelles. C'est une manière, d'autre part, de pouvoir réfléchir collectivement à la manière dont ces archives peuvent peuvent enrichir ces données. Et l'un des points, notamment dans la task force numéro 2, comment les archives institutionnelles peuvent bénéficier des métadonnées ouvertes et comment il serait possible, grâce à la technologie actuelle, d'améliorer la qualité de ces métadonnées. On sait que, par exemple, pour HAL, la qualité des métadonnées est un enjeu particulier, notamment en raison de l'orientation de l'auto-archivage de HAL. Et au niveau international, des réflexions sont en cours, donc au sein de la déclaration de Barcelone, mais au sein d'autres acteurs majeurs comme DataSite et le groupe d'Intérêt Comet, dont je pourrais peut-être parler un petit peu après, sur comment on peut faire pour que des métadonnées ouvertes, des métadonnées issues à la fois de la déclaration dans les archives ouvertes, mais également du texte intégral ou des fichiers qui ont été déposés, peuvent être récupérés et être réinjectés dans ces archives ouvertes. Autre groupe de travail, donc le groupe de travail numéro 3 sur le financement, qui a fourni aussi, qui a livré 2 documents importants sur l'amélioration de la qualité des métadonnées de financement. Là, on est dans un enjeu très particulier, puisqu'il y a beaucoup d'actions autour des métadonnées de financement. Et donc des recommandations ont été portées et une réflexion même internationale. On sait que un exemple, c'est OpenElect qui a reçu un financement du Wellcome Trust pour améliorer les données de financement afin que ces financeurs puissent évaluer en fait les publications ou la production scientifique qui émanent de ces différents projets de recherche. Le GT numéro 4 travaille sur cette transition d'un système fermé à un système ouvert. Donc, la réflexion principale porte autour d'une enquête sur les usages institutionnels des bases de données propriétaires ouvertes afin de mesurer en fait le chemin à parcourir pour cette transition. Donc, une enquête devrait être lancée auprès des signataires de la déclaration assez prochainement. Et le GT numéro 4 a également
organiser des webinaires pour essayer de montrer un petit peu la manière dont certains établissements utilisaient ces systèmes ouverts. Le groupe du travail numéro 6. Alors je fais un petit peu je passe un petit peu rapidement sur le groupe de travail numéro 5, euh, qui, euh, qui notamment Tsozai, l'initiative Tsozai, pardon, de l'UGA, fait partie de ce groupe de travail et donc essaye de travailler à la visibilité des métadonnées de financement des infrastructures ouvertes. Mais très rapidement, pour finir cette présentation, le GT6 et le GT7, euh, comment évaluer des sources de métadonnées ouvertes, comment déterminer la qualité de ces sources de métadonnées ouvertes. Donc là, le GT travaille sur des critères permettant d'évaluer ces sources en alignement avec d'autres initiatives et surtout en essayant de distinguer les différents types de sources et les cas d'utilisation, hein, puisque la qualité, en fait, elle varie en fonction de ces éléments. Et donc, une session interactive est prévue assez prochainement, je crois que c'est en juillet ou en août, je ne sais plus exactement la date, mais lors d'une conférence internationale sur les indicateurs sciences et technologies. Et enfin, le dernier point sur l'épreuve des bénéfices, donc essayer de construire un narratif sur pourquoi les métadonnées devraient être ouvertes. Donc à la fois collecter des études de cas pour illustrer ces avantages et également élaborer un cadre qui va présenter ces avantages et une cartographie des différentes des parties prenantes. Voilà, donc très rapidement le travail des différents groupes avec des missions, des recoupements aussi entre groupes de travail. Il y a souvent des interactions entre groupes pour échanger. Et pour justement essayer d'avoir une vision un petit peu plus globale, on voit depuis quelques années maintenant la création enfin, depuis quelques mois plutôt, la création de réseaux nationaux qui représentent un échelon intermédiaire entre les groupes de travail et les signataires, afin de réfléchir au sein d'un contexte spécifique, un contexte national ou régional, aux enjeux des engagements de la déclaration de Barcelone. Donc le premier à être constitué, c'est le réseau allemand, autrichien, suisse, puis le réseau des Pays-Bas et enfin le réseau italien. Le dernier, c'est le réseau français. Donc, nous avons tenu une première réunion en février, une deuxième en juin dernier, il y a quelques semaines. Nous avons pu essayer d'avancer sur déjà la présentation de l'avancée des différents groupes, mais également qu'est-ce qu'on fait au sein du réseau français, vers quoi on s'oriente, quelles seraient les bonnes directions à prendre. Et enfin, on envisage une troisième réunion au sein du deuxième semestre 2026. Il n'y a pas encore enfin, de date précise, mais l'objectif serait à la fois de faire l'actualité des groupes, mais également comment continuer à avancer en interne au niveau des signataires. Et on essaie aussi d'ouvrir ces réunions aux non-signataires, aux établissements qui seraient intéressés pour participer à ces types de réflexions. Il reste du coup à remercier chaleureusement Nicolas et Amélie de leur participation et de leur présentation, de rappeler à tout le monde que la présentation sera fournie a priori par les collègues et que l'enregistrement de cette séance sera mis en ligne d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube de la DBU pour les personnes qui n'ont pu prendre le train qu'en route, ils pourront retrouver ça. De rappeler à tout le monde que fin août, il y aura un webinaire cette fois-ci organisé par la commission pédagogie sur la restitution de l'enquête sur les référentiels et que côté commission recherche, on reviendra avec des webinaires recherche midi à partir de la rentrée a priori. Et du coup, encore un remerciement aux deux collègues qui ont présenté, à toutes les personnes qui se sont connectées et de vous souhaiter un bel été le plus frais possible. Voilà. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci à Bonnes vous. vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir.